Au milieu des étendues de plaines et de forêts de Carmina, la glorieuse cité de Lunaris illumine toutes les contrées de ce monde, de sa savante lumière et de sa douce prospérité. Elle attire à elle les plus sages et les plus érudits, les étrangers en quête de savoir ou d'aventure. Quiconque veut voir son nom inscrit dans la légende passe par Lunaris, car la ville n'a d'égal que la lointaine capitale, Solaris. Les dieux célestes ont permis au temps de construire une solide alliance commerciale entre les deux centres de Carmina, assurant paix et richesse à tout le pays. Après le combat de la nuit, la décision est prise de dormir sur place, dehors devant la grotte. Après rapide aperçu de l'équipement de chacun, les tentes sont réparties et le tour de garde instauré. Malgré le soleil qui se révèle doucement, l'atmosphère est alourdie par l'odeur du sang frais et des résidus de pouvoir magique. Torchul sort finalement de son état comateux grâce aux soins de ses compagnons au bout de quelques heures, sans que les gobelins ne lancent de nouvelles attaques. D'un commun accord, le groupe prend la route vers le village pour panser leurs blessures et restaurer leurs forces dans de meilleures conditions. Si le dénommé Elias est bien le meurtrier, il ne se laissera probablement pas attraper sans opposer de résistance. La matinée est déjà bien avancée lorsque les 6 aventuriers sont enfin prêts. Tout d'abord, ils se dirigent vers la maison du gnome, à l'exception de Bafar et Araline, évidemment. Le nain et la Azimar les attendent à l'auberge, pendant que les 4 autres se renseignent sur Elias. Le gnome paraît blasé de les voir à nouveau, mais les laisse entrer. Torchul avait retenu l'avertissement du gnome lors de sa dernière rencontre la nuit même. Il déposa sur le grand bureau les 4 pièces d'or que Araline avait volontiers données pour faire avancer l'enquête. L'informateur paraît surpris, puis fait glisser les pièces d'or jusqu'à sa bourse, tout d'un plus enthousiaste. De toute évidence, le gnome n'aurait jamais demandé autant. Mais cet or n'est pas perdu. Elias est un villageois habitant une maison à étage, qui ne s'était pas fait particulièrement remarquer jusqu'ici. Un paysan un peu introverti, mais rien d'exceptionnel. En apprenant la possible implication du villageois, le parchemin comme preuve à la pluie, le gnome est un peu confus, comme lorsqu'une calamité s'abat sur un voisin qu'on ne connaît pas, lorsque le vieillard du village prend enfin son dernier souffle. La confusion que l'on ressent face à une fatalité imprévisible. Mais les aventuriers ne peuvent pas se laisser à l'acceptation. Ils doivent agir parce que personne d'autre ne le fera. Après avoir récupéré se rester à l'auberge, ils marchent droit vers la demeure indiquée par le gnome. La bâtisse est sombre et aucun signe d'activité n'est visible. Le groupe se répartit. Bafar, Araline et Torchul passent par la porte donnant sur la rue. Vadim et Itokage passent par une des fenêtres à l'étage, pendant que Irgad fait le guet. Le nain, la Azimar et le sang-dragon commencent par toquer à la porte, mais personne ne vient leur ouvrir. Alors Torchul, sans demander à personne, éclate la porte d'un revers de marteau. Les débris s'écrasent sur le plancher, sous le regard surpris des rares passants qui passent leur chemin. Peu importe. Pourquoi ça les concernerait? De son côté, Itokage fait le tour de la maison, pour trouver la fenêtre du premier étage la plus accessible. Il brise une vitre d'un jet de pierre, puis se dissimule dans les buissons, talonné par Vadim.
la destruction de la fenêtre ne déclenchant pas de comportement belliqueux du suspect, il sort sa corde et entreprend l'escalade de la façade. L'absence de réaction est peut-être un piège. Cela ne signifie pas forcément que Elias est parti. Absorbé par ses lugubres pensées, et peut-être aussi un peu trop sûr de lui, le tieflin monte à toute vitesse jusqu'à la fenêtre, avant de déraper et de s'écraser au sol, emportant Vadim dans sa chute. Heureusement, Vadim est un homme chat. Il se réceptionne agilement, contrairement à Hitogage, qui sent ses os se fissurer sous le choc. Se sentant ridicule et un peu confus, il insiste pour essayer à nouveau sous le regard amusé de Vadim. Cette fois, il atteint la fenêtre. Glissant sa main entre les bris de verre, il ouvre la fenêtre. La pièce est une petite bibliothèque, avec au centre un bureau en bois comportant plusieurs tiroirs. Hitogage s'élance immédiatement sur les étagères remplies de livres qui ne peuvent être à ses yeux que passionnants, au minimum. Araline et Torchul inspectent méthodiquement toutes les pièces du rez-de-chaussée. Dans un couloir donnant sur l'escalier menant à l'étage, le sang-dragon trouve la cuisine. À la recherche d'une trappe ou d'une porte dérobée, il en vient à ouvrir un placard. À l'intérieur, des dizaines de lambeaux de chair. Mais l'aspect semble étrange. Bien qu'il n'en ait jamais mangé lui-même, la viande semble humaine et non issue de bétail. Il appelle Araline, qui fouillait la réserve adjacente. Araline confirme le constat de Torchul. Ils ont retrouvé les jeunes filles. Toutefois, Araline semble s'y connaître un peu trop bien en viande humaine. Il commence à rassembler tout le monde. Il tombe en premier sur Irdag, qui relance un regard ahuri en voyant la viande de ses propres yeux. C'est du pain. Un peu sec, mais cela reste du pain, certainement pas de la viande, et encore moins humaine. Il s'écoule encore de longues secondes d'incompréhension avant que la vérité devienne enfin une évidence. Il n'y a pas de chair humaine dans cette cuisine. Peu après, Vadim et Hitogage arrivent avec un plan de la demeure trouvé dans une pièce de vie à côté de la bibliothèque. La bibliothèque était finalement assez classique, à ceci près qu'elle comportait quelques livres, évoquant des sujets tels que la démonologie et autres magies occultes, ainsi qu'une potion de soin qui fait un grand bien à Hitokage. Le plan révèle la position d'une trappe dans cette réserve qu'Araline avait inspectée. En connaissant sa position exacte, la trouver n'est pas bien difficile. Une corde est disposée sur une poutre au plafond pour descendre. Tous descendent en formation, prêts à combattre dans l'obscurité. Une seule torche suffit à illuminer toute la pièce, qui fait au plus une dizaine de mètres de long. La pièce est entièrement vide, avec uniquement la trappe à 3 mètres du sol et un coffre. Hitokage sort alors fièrement ses outils de crochetage, mais le verrou résiste. Torchul résout le problème à sa façon, bien que cette fois-ci il lui fallut 2 coups de marteau. Le coffre est rempli de bijoux et autres effets personnels. Rapidement, les aventuriers trouvent un collier. C'est celui de la jeune Felice, la dernière victime. Elias est donc bien le responsable de ces meurtres à répétition. C'est alors qu'une ombre vient se placer au-dessus de la trappe. Le maître des lieux. Il fait tomber la corde en les narguant, puis s'en va, les laissant en bon soin de ses animaux de compagnie. Le bas des murs se soulève légèrement, laissant dégouliner une sorte de substance visqueuse à chaque extrémité de la salle, qui forme peu à peu 2 masses grouillantes. Mais heureusement, il y a encore une personne en dehors de la cave. Bafar, qui était resté devant la porte du manoir pour surveiller l'accès. Au sous-sol, les pins du solide nain résonnent à travers le plancher de bois. Mais la maison est grande, les cris ne semblent pas l'atteindre.
Pendant ce temps, les deux monstres continuent de se former. Vadim n'attend plus. Il s'élance vers la plus proche et décharge des éclairs magiques à courte portée, suivis de Erdag, qui tente de le geler sur place, sans résultat notable. Torchul douche de feu le deuxième, qui n'est pas encore au corps à corps. La température monte d'un coup de plusieurs dizaines de degrés, craquelant la pierre et enflant la structure même du bâtiment. Des traces de brûlure créent une croûte à la surface de la substance qui compose le monstre. Les monstres étaient entièrement créés, et ils commencent à répliquer. Tout d'abord, ce ne fut que des murmures incompréhensibles venus de nulle part. Hitokage est touché par l'aura magique de ce pouvoir venu d'ailleurs, mais ses origines infernales le protègent, contrairement à Vadim qui en est paralysé. La boue immonde qui dégouline de la créature glisse sur son pelage et emprisonne ses jambes. Araline arrive à son secours. Ses coups d'épée rageurs taillent des grands lambeaux qui tombent au sol. La magie d'Erdag ne semble pas avoir autant d'effet, car il devient évident que le monstre se reforme plus vite qu'il n'attaque. En avançant, cet ennemi qui semble inarrêtable répand sa substance visqueuse qui embourbe Araline. Maintenant que plusieurs aventuriers sont à portée, le monstre étend des parties de son corps informes comme autant de coups de poing surnaturels. Les réflexes félins de Vadim lui sauvent la vie, malgré l'étourdissement magique. Tant d'agilité ne semble pas du goût du monstre, qui vomit alors un flot de lumière presque palpable. Tous ont le réflexe de se cacher les yeux, avec raison, car dans le cas contraire, il aurait fallu combattre à la veille. Torchul passe également de chasseur à proie, sous l'emprise implacable de l'abomination magique. Lentement, et contre sa volonté, il se rapproche du monstre dont les brûlures commencent déjà à disparaître sous la surface mouvante. Le guerrier en profite pour frapper le plus fort possible, pourtant le monstre reste insensible. Pendant ce temps, Bafar a entendu les éclats du combat et la déflagration du souffle enflammé du sang-dragon. Ce qu'il voit depuis la trappe ressemble à un cauchemar. Le feu dévore peu à peu le plancher à ses pieds. Il tente sans succès d'approcher sa propre corde au plafond, qui est bien trop haut pour un nain, afin que ses compagnons aient une issue de secours. Accrocher la nouvelle corde à côté de la précédente serait inutile. Les flammes la détruiraient bien trop vite. Ne pouvant organiser l'évacuation seul, il lui reste encore une chose de possible. Laisser libre cours à sa colère. Il dégaine ses épées et saute. Mais la chute fait plusieurs fois sa propre taille. Vadim, Hitokage ou même Erdag aurait peut-être réussi à atterrir souplement, mais la forte stature de Bafar est cette fois un handicap. Il s'écrase au sol au milieu des combats. Mais rien n'arrête un nain. Il se relève et d'un bond s'abat violemment sur la créature nauséabonde qui s'efforce de décapiter Vadim. L'abomination n'est certes pas morte, mais le choc donne aux autres l'ouverture dont ils avaient besoin pour la matraquer sans pitié ni répit, avec la rage vengeresse de ceux qui se battent contre les forces du mal, tels que décrits dans les mythes et les légendes. Revigoré par l'arrivée percutante de Bafar, Araline, le demi-dieu, Hitokage, le demi-démon, Vadim le Félice et Erdag l'elfe sylvain, et l'attaque en synchronisation avec les mouvements internes de la boue. Sous cette pluie d'acier, d'éclairs et de glace, la créature mouvante tente une nouvelle fois de murmurer son sortilège qui avait déstabilisé Torchul et Vadim. Il n'obtient qu'un faible écho sur la pierre de la cave, mais aucun effet sur les esprits des 5 aventuriers en colère. Pendant ce temps, Torchul affronte seul l'un des monstres. La boue qui s'écoule à ses chevilles pour l'immobiliser handicape le sang-dragon. Mais ce n'est pas n'importe quel sang-dragon. Torchul dégaine sa hallebarde et profitant de son allonge, il assène des coups de taille dévastateurs avec une précision létale. L'abomination est un adversaire mortel, mais ce guerrier se bat avec l'efficacité martiale des légions draconiques de jadis. Le sang-dragon casse la distance, frappe et repart en arrière dans un souffle, pour mieux revenir à la charge, mais toujours hors de portée de la boue dégoulinante au sol. Il gagne ainsi de précieuses secondes au reste du groupe. Le monstre supporte mal ce traitement brutal et ininterrompu.
mouvement à sa surface s'accélère soudainement, ayant un battement de cœur. Une tête s'assemble pour venir percuter Torchwood comme un météore. Il est violemment projeté au sol, puis reste attendu, immobile. Le claquement de la cotte de maille du guerrier résonne dans la cave et couvre momentanément le bruit des combats et des craquements du bois carbonisé. En comprenant ce qui vient d'arriver à Torchwood, Araline s'arrête, se tient debout au milieu des fracas de la bataille et prend la parole. Tout en chantant sa diatribe d'encouragement, il lève son épée et la bat d'un coup sec. Pour les aventuriers, c'est un cri de ralliement. Ils savent que s'ils n'arrêtent pas ces deux monstres, le village sera décimé. Mais si Elias met son plan en exécution, quel qu'il soit, ce sera Carmina qui sera en danger. L'enjeu de ce combat n'est pas seulement leur survie, mais le sort d'innocents qui ignorent tout de la menace qui plane sur ces terres. Vadim canalise sa magie, puis hurle un mot de pouvoir qui déchaîne la foudre sur la créature gélatineuse depuis sa main. Le flash de lumière projette les ombres sur les murs en un instant, avant de révéler le résultat du sort. Le monstre est à bout de force. Les mouvements aléatoires à sa surface sont plus lents. Les excroissances se forment au ralenti. Les plaies béantes ne se referment plus aussi rapidement. Erdag redouble d'efforts pour la geler sur place. Bafar enchaîne les taillades. Hitokage semble courir sur la substance au sol comme un fantôme. Il tourne sur lui-même, lançant ses deux dagues d'un geste maîtrisé et puissant. La première lame transperce la créature et ressort de l'autre côté, laissant la boue en forme s'effondrer sur elle-même à la mort du monstre. La deuxième dague vient se ficher dans le corps de l'autre créature, qui se retourne vers lui. Torchwood se relève, sanguinolent, en s'appuyant sur le mur. Il saisit sa hallebarde à deux mains, puis se jette de toutes ses forces. Dans sa charge, sa hallebarde fracasse le monstre et son rugissement foudroie le monstre, fait trembler les fondations, alors que la lumière rougeoyante de la fournaise miroite sur ses écailles cuivrées, roblées bleues maculées de sang. L'onde de choc semble faire exploser l'abomination, qui se balance inerte sur la hampe du guerrier. Araline percute lui aussi le dernier ennemi pour le molester à coups de hachette, suivi de Vadim et Erdag, dont la magie éclatante se reflète sur les lames aiguisées de Bafar, qui repousse implacablement le monstre encore vivant. Hitokage dégaine son épée d'un geste preste et fait voler les lambeaux de gélatine dans toute la salle. Torchwood part la dernière attaque désespérée du monstre submergé, et même si la riposte rebondit sur l'os de l'une des victimes de la créature, Araline ne la loupe pas. Il se campe sur ses deux jambes, puis plante ses deux armes violemment. Le coup est si rapide qu'on ne vit qu'un éclair blanc fondre vers là où aurait dû se situer la tête. Le monstre s'effondre alors sur lui-même, répandant au sol la substance immonde qui le composait. On n'entend plus que le hurlement des flammes qui dévorent le manoir. L'odeur des cendres ardentes est maintenant omniprésente. Il rivalise presque avec celle du sang et celle des créatures. Avant de sortir, il récupère les bijoux et effets personnels de toutes les victimes d'Elias. Profitant de la taille du sang-dragon, Vadim s'appuie sur lui et parvient à monter et à s'accrocher une corde. L'évacuation se fait rapidement et efficacement. Aucun n'est vraiment blessé par les flammes, d'autant plus que certains d'entre eux, comme Hitokage et Torchwood, résistent naturellement au feu. D'ailleurs, ce sont eux qui retournent voir Arbaïr, le Félix, père de la dernière jeune fille à avoir été tuée par Elias. Ils rendent le bracelet retrouvé dans la cave et lui confient le sac avec les bijoux des autres jeunes filles, avec pour mission de les rendre aux parents. Les aventuriers retournent à l'auberge pour se restaurer et dormir, sans un bruit. Les 6 aventuriers ont ensuite essayé de prendre Elias au piège dans la grotte, mais Elias n'y était pas allé. S'il n'était pas retourné dans la grotte, c'est qu'il avait fini avec ses expériences ici.
Ils ne pouvaient être partis qu'à un seul endroit. Lunaris, la capitale de la région, à quelques kilomètres de là. Torchul récupéra comme trophée une tête de gobelin sur un cadavre de la bataille qui avait fait rage ici. Après un passage à la mairie pour dénoncer Elias, ils étaient enfin prêts à reprendre la route vers leur objectif initial. Tous avaient prévu d'aller à Lunaris pour des raisons qui leur sont propres. Mais c'est ensemble qu'ils quittèrent les faubourgs de la célèbre cité, vers son centre et vers le cœur de la tourmente, des mystères de Carmina.